Alors avant de débuter, j'aimerais remercier David Collomb et Thomas Huchon d'avoir accepté d'intervenir sur un sujet d'actualité qui me paraît incontournable dans nos réflexions à mener sur notre société dans les décennies à venir. Thomas Huchon, vous êtes journaliste spécialiste du web, des fake news et des théories complotistes. Oh là là. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont un en 2017, Comment Trump a manipulé l'Amérique. Vous intervenez régulièrement dans les médias, qu'ils soient de la presse écrite, radiophonique ou télévisuelle, donc une émission sur LCI qui s'appelle Anti-Complot, l'émission. David Collomb, vous êtes enseignant et chercheur à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur de 2 livres en 2019, Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, qui a reçu le prix Acropolis en 2019. C'est un ouvrage qui est traduit en plusieurs langues, et le prix Jacques Ellul en 2020 et 2021. Et 2021, donc, les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse. Et doit sortir en septembre prochain, Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde. Vous avez en préparation donc ce premier livre et un autre, lorsqu'on avait échangé, il y en a un 4e qui est en préparation aussi. La guerre de l'information. Donc tout un programme. Alors avant de vous donner la parole, quelques mots pour vous expliquer le pourquoi du choix de cette conférence et de ce thème. Il y a quelques années, j'accompagnais bénévolement au sein de la mission locale de ma commune de l'Isère des jeunes en recherche d'emploi. Une des étapes était un entraînement aux entretiens de recrutement. Afin de les préparer à ce moment essentiel dans leur recherche d'emploi, de les accompagner, nous étions plusieurs bénévoles à leur proposer des entraînements d'entretien d'embauche après avoir pris connaissance de leur CV. Une jeune fille, dans son CV, avait indiqué qu'elle était militante associative. J'étais très intéressé par sa démarche et je l'ai interrogée sur le domaine et la manière dont elle pratiquait son engagement militant. Il me semblait important de lui permettre d'identifier les acquis et compétences acquises dans son engagement citoyen et d'envisager comment ces compétences pouvaient être transposables en situation professionnelle. Permettez-moi de vous retranscrire nos échanges. Mademoiselle, dans quel domaine êtes-vous militante? L'humanitaire. Participez-vous à des réunions avec les membres de votre association? Non. Menez-vous des actions dans la commune, l'agglomération, le département ou ailleurs? Pour le dire autrement, mettez-vous les mains dans le moteur concrètement et de quelle manière? Non. Si vous n'avez aucun contact, aucune rencontre avec les membres de votre association, êtes-vous adhérente à cette association et en quoi consiste votre engagement militant dans cette association? Je ne suis pas adhérente. Je relais les informations de cette association à la liste de mes amis répertoriés sur un réseau social et ils me répondent par j'aime ou un smiley. Je vous avoue que je suis resté quelques instants muet. Je me suis demandé si mes repères pour une action collective, qui sont nos moteurs, afin d'œuvrer pour le bien commun et le partage de nos acquis, de nos connaissances, pour créer un objectif et un horizon collectif, n'étaient pas dépassés. Pour le dire autrement, je me suis dit, Hervé, t'es un peu has-been. N'était-il pas raisonnable d'espérer qu'avec notamment la libre circulation de l'information et les outils mis à disposition, que nous ayons aujourd'hui les conditions qui nous permettent une société de la connaissance et de plus de sagesse collective? Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans le spectaculaire et pas dans l'analyse, dans l'image qui prime sur le fait et dans l'émotion et non l'information. Et pour nous, laïcs, cela va à l'encontre de ce que nous défendons avant tout, c'est la liberté de conscience informée par la raison. Et cela me conduit à au moins 3 interrogations. Ben oui, 3. La société d'aujourd'hui est celle de l'hypercommunication, de l'instantanéité, de la transmission instantanée et imprévisible d'informations et de contenus. Même si Internet a étendu considérablement notre espace cognitif, ce que je qualifie comme étant une nouvelle société, permet-il la transmission et l'acquisition de connaissances? Donne-t-il le temps de l'échange et de la réflexion?
Permet-il au plus grand nombre d'établir des liens, de progresser, de s'émanciper et de construire ensemble une société que nous souhaitons, nous, en tant que francs-maçons du Grand Orient de France, plus fraternelle et plus juste? Qu'en est-il de notre liberté absolue de conscience face à des outils qui n'ont pas, à mon avis, dans leur modèle économique, l'amélioration matérielle et morale de l'homme et de la société, et pas celle du respect de la dignité humaine? Une interrogation supplémentaire m'est venue suite à nos échanges en préparation de cette conférence. Ne sommes-nous pas devant un iceberg qui, par sa face cachée, nous attire vers un changement de civilisation qui peut, à terme, remettre en cause nos sociétés, donc, par exemple, d'une manière générale, la démocratie et, d'une manière individuelle, la citoyenneté? Thomas, David, nous avons convenu ensemble que vous aviez une trentaine de minutes d'intervention. Ensuite, les échanges seront avec vous. Alors, normalement, il y avait des SMS qui étaient prévus, mais apparemment, la connexion Internet ne fonctionne pas. Donc, c'est un complot. Je pense que tu en parlais. Donc, David, c'est vous qui commencez. Hervé, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux de votre invitation et de votre accueil, combien je suis honoré de m'exprimer dans un lieu aussi chargé d'histoire et aussi beau, et surtout heureux de pouvoir traiter d'un sujet qui me paraît extrêmement important pour l'avenir même de notre démocratie. Je voudrais, comme vous l'avez fait, partir d'un être humain, mais dans l'autre camp, non pas des manipulés, mais des manipulateurs. Il s'agit de l'un des ennemis les plus déterminés de la liberté humaine, le psychologue Frédéric Burrus Skinner, qui, en 1971, a publié un livre très remarqué intitulé « Par-delà la liberté et la dignité », dans lequel il rejette l'idée même de liberté humaine, il rejette tous les principes d'une société tournée vers le progrès. Pour lui, la liberté n'est que l'ignorance qui attend son conquérant, et le libre arbitre est une fiction, une illusion. Et si nous ressentons, vous et moi, l'expérience du libre arbitre, si nous sommes convaincus de notre libre arbitre, explique-t-il, c'est parce que nous ignorons ou nous refusons d'admettre les déterminants réels de notre comportement. Or, ces déterminants réels, selon Skinner, peuvent être établis par la science expérimentale, et il est possible en conséquence d'agir sur ces déterminants pour influencer nos conduites, nos comportements. La littérature de la liberté et de la dignité, écrit Skinner, fait obstacle aux accomplissements à venir de l'être humain. Il en appelle par conséquent à la mise au point d'une technologie du comportement capable de modifier et de contrôler les comportements de populations entières en étendant les pratiques de la science expérimentale au monde dans son intégralité. Il rêve, il est mort en 1990, il rêve de voir les capacités des ordinateurs permettre de briser les secrets de nos comportements et de détruire en même temps le mythe de la liberté humaine et donc de la liberté de conscience. Skinner s'est fait connaître par ses travaux sur ce qu'il a appelé le conditionnement opérant, qui consiste à influencer le comportement des individus cibles par un stimulus-réponse associé à l'anticipation de punition ou de gratification, et au modèle de Ivan Pavlov, qui l'a beaucoup influencé, le modèle du stimulus-réaction et des réflexes conditionnés, il ajoute une nouvelle variable qu'il appelle le renforcement, qui consiste à renforcer l'action qu'il souhaite faire reproduire par les sujets de ses expériences. Et ce behaviorisme radical a provoqué beaucoup de débats et de critiques dans les années 50, 60 et 70. Hannah Arendt a écrit de façon prophétique dans Conditions de l'homme moderne, je cite, « Ce qu'il y a de fâcheux dans les théories modernes du comportement, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles peuvent devenir vraies. » Et donc mon intention ce soir, en une petite vingtaine de minutes, c'est de vous expliquer comment les théories de Skinner sont devenues vraies depuis 20 ans, autrement dit comment le rêve d'une technologie de la prédiction comportementale et du contrôle est devenu réalité, et comment concrètement les réseaux sociaux peuvent porter atteinte au libre arbitre et à la liberté de conscience de millions d'individus. Pour ce faire, je dois d'abord
Traité du pouvoir instrumentarien, tel qu'il a été défini par la professeure de Harvard et ancienne étudiante de Skinner, Shoshana Zuboff, dans son livre « Le capitalisme de surveillance ». Shoshana Zuboff définit le capitalisme de surveillance de la façon suivante, je cite, « Un nouvel ordre économique qui revendique l'expérience humaine comme matière première gratuite à des fins de pratiques commerciales dissimulées, d'extraction, de prédiction et de vente. Une logique économique parasite selon laquelle la production des biens et des services est subordonnée à une nouvelle architecture globale de modification des comportements. » Elle le définit ensuite de la façon suivante, « Une menace pour la nature humaine au XXIe siècle, aussi cruciale que l'a été le capitalisme industriel pour le monde naturel au XIXe et au XXe siècle. » Et enfin, elle définit ce capitalisme de surveillance comme, je cite encore, « une dépossession des droits humains essentiels ». Ainsi, écrit Zuboff, le capitalisme de surveillance fait naître un nouveau type de pouvoir que j'appelle instrumentarisme. Le pouvoir instrumentarien connaît et façonne le comportement humain pour que d'autres atteignent leurs objectifs. Au lieu d'armement et d'armée, il impose sa volonté à travers le médium automatisé d'une architecture computationnelle de plus en plus ubiquitaire, d'appareils, d'objets et d'espaces intelligents, entre guillemets, interconnectés. Pour comprendre comment cette ambition est devenue réalité, il faut aborder de façon synthétique l'histoire de ce capitalisme de surveillance et j'ai choisi de vous le retracer à travers 3 portraits. Le premier est celui de Brian Jeffrey Fogg, qui est aujourd'hui encore une des personnalités les plus influentes de la Silicon Valley. Il a créé un laboratoire à Stanford qui est spécialisé dans ce qu'il appelle le design des comportements humains et dans ce qu'il a nommé aussi la technologie persuasive, c'est-à-dire la conception de pages web qui vise à déclencher le comportement voulu, à renforcer des comportements. Et il est par exemple à l'origine de cette expérience désagréable que nous faisons lorsque nous voulons réserver un billet de train ou une chambre d'hôtel et que la page web nous indique en haut à droite que 3 autres personnes regardent en même temps cette page. Et sans le savoir, nous sommes soumis à un des biais humains les plus fondamentaux, l'esprit de compétition qui nous conduit à vouloir remporter la mise indépendamment de toute considération sur l'utilité même de procéder à cet achat. L'achat en un clic, tout ce qui nous conduit à réagir de façon pratiquement inconsciente, automatique, davantage qu'à faire appel à notre réflexion. Fogg s'inspire tout particulièrement de la pensée de Skinner, qu'il cite longuement et qu'il applique à la sphère numérique. Il considère que la technologie de conditionnement est un système informatisé, je le cite, qui utilise les principes du conditionnement opérant pour changer les comportements et qui est d'autant plus efficace que les renforçateurs de comportement sont imprévisibles. Et là, je dois évoquer l'une des expériences les plus fascinantes de Skinner, la fameuse boîte de Skinner, avec un rat à l'intérieur, un levier pour obtenir de la nourriture. Le comportement à renforcer, c'est le comportement de l'action du levier, qui n'est pas naturel chez un rat. À la naissance, le rat ne va pas actionner un levier. En revanche, si il en attend une récompense, il va se mettre à actionner le levier. Et Skinner a remarqué une chose très intéressante, qui est que lorsque la récompense est fixe, le rat actionne le levier, mange, et quand il n'a plus faim, cesse d'actionner le levier. Mais quand la récompense est aléatoire, un coup il actionne, il a à manger, un coup il actionne, il n'a rien, il actionne encore, il n'a rien, et puis il actionne 10 fois et hop, jackpot. Là, il se met à actionner frénétiquement le levier sans aucune considération pour sa propre satiété. Parce que ce qui a été déclenché, c'est le circuit de la récompense dopaminique, ce neurotransmetteur qui joue un rôle fondamental dans l'évolution humaine, celui de renforcer les comportements nécessaires à notre survie, notamment le fait d'être mangé. Et cette récompense dopaminique a été détournée pour nous rendre dépendants des objets numériques. La récompense que nous allons chercher, c'est la notification, c'est le mail, c'est le like, c'est le retweet, et c'est en conscience que ces ingénieurs de la Silicon Valley, élèves de Brian Jeffrey Fogg pour la plupart d'entre eux, nous ont rendus accros, nous ont encouragés à nous engager davantage sur les réseaux sociaux, car ce faisant, nous produisions la donnée qui est le pétrole du XXIe siècle. Alex Pentland est le deuxième personnage que je voudrais évoquer. Il est un grand personnage aux États-Unis, fondateur du Media Lab du MIT. Il est l'inventeur de ce qu'il appelle la physique sociale, une théorie prédictive et informatique du comportement humain qu'il décrit, je cite, comme une théorie causale de la structure sociale, une explication mathématique des réactions de la société et de la manière dont elle résolve ou non les problèmes de l'être humain. Et Pentland réalise très concrètement la vision de Skinner en s'appuyant d'une part sur les données massives, le big data, et d'autre part sur les mathématiques avancées pour modéliser
la société. Et comme beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley, ils considèrent qu'aucun mystère de l'esprit humain ne peut résister à l'analyse des données comportementales colossales que nous générons à travers nos usages numériques. C'est ce que l'on appelle le dataïsme, qui place les données au centre du monde et qui repose sur la conviction que des règles mathématiques peuvent être appliquées à la prise de décision humaine. De fait, le data mining conduit souvent à faire apparaître des modèles, patterns, que la statistique classique ne permet pas d'identifier sur la base de corrélation davantage que de causalité. Et cela remet au goût du jour la vraie physique sociale, celle d'Auguste Comte, entendue comme l'énonciation scientifique des faits sociaux. Pourtant, il y a une limite que note Pentland en 2002. Il n'existe pas de méthode pour modéliser automatiquement les interactions entre deux individus. On laisse une trace quand on utilise un pass Navigo, quand on utilise une voiture ou une carte bancaire, on laisse des traces sur nos activités numériques, mais faute de réseaux sociaux, il n'y avait pas de modélisation des interactions. Et c'est là qu'intervient mon troisième et dernier personnage, Mark Zuckerberg, fils de psychiatre, qui a étudié la psychologie à Harvard, qui, dès qu'il a créé The Facebook en février 2004, a appliqué certains des principes tirés de la psychologie à l'architecture même de sa plateforme, et qui, en 2007, a pris le tournant de la monétisation de Facebook. Cette monétisation reposait sur une technologie qui avait été inventée par Google, celle du micro-ciblage publicitaire reposant sur l'analyse prédictive du comportement des consommateurs. Et l'avantage comparatif de Facebook par rapport à Google, c'est que vous posez à Google des questions qui peuvent trahir un certain nombre de choses quant à votre état de santé ou vos inquiétudes professionnelles ou vos désirs de changement. En revanche, ce que vous demandez à Google ne vous apprend pas grand-chose de vos interactions humaines les uns avec les autres. Or, Facebook, précisément, offre cette opportunité rare. Et en 2007, Mark Zuckerberg annonce la création de ce qu'il appelle le graphe social, qui précisément a pour but d'enregistrer, d'analyser, de modéliser, de rendre prédictibles les interactions humaines. Et dès 2012, Zuckerberg se vante de l'omniscience de Facebook, qui sait tout ce que ses membres ont lu, regardé, écouté, je le cite, dont le modèle prédictif pourrait conseiller tel ou tel bar dans une ville inconnue, où vous arrivez au comptoir et on vous sert votre cocktail favori. Mais je préfère la citation du responsable des données de Facebook, qui au même moment, en 2012, déclare ceci: « C'est la première fois que le monde voit circuler des données sur la communication humaine de cette ampleur et de cette qualité. C'est la première fois aussi que nous disposons d'un microscope qui nous permet d'examiner les comportements sociaux avec un degré de finesse jamais atteint jusqu'ici. » Permettez-moi de vous expliquer brièvement comment ça marche. Il y a trois grandes approches de l'analyse prédictive du comportement des utilisateurs d'un réseau social comme Facebook. La première, c'est l'analyse inductive, qui repose sur des inférences statistiques sur la base du comportement connu des utilisateurs. Les modèles se fondent sur une masse considérable de données qui n'est pas limitée aux activités que nous avons sur le réseau social, mais Facebook collecte nos historiques de navigation, nos géolocalisations, qui en apprennent énormément sur nos contenus, non pas à l'échelle individuelle, parce que bien souvent ce sont des données qui sont des données anonymes ou qui sont des données non structurées, mais à l'échelle du groupe. Comprenez qu'à l'échelle d'un individu, on ne peut pas prédire le comportement d'une personne, pas plus qu'on ne peut prédire dans un banc de poissons, dans un banc de sardines, le comportement d'une sardine de façon certaine. Mais en revanche, à l'échelle d'un agrégat d'individus, comme d'un agrégat de molécules, on peut prédire de façon certaine le comportement et appliquer un certain nombre de lois de ce comportement et agir sur l'environnement de telle sorte d'agir sur les lois qui régissent le comportement du groupe. Et c'est la raison pour laquelle, sur les réseaux sociaux, comme sur d'autres plateformes qui recourent à l'analyse prédictive ou à l'analyse au filtrage algorithmique, nous sommes, vous et moi, réduits à l'état de tribus de plus en plus étroites en fonction de nos caractéristiques, en fonction de notre appartenance religieuse, en fonction de nos engagements politiques, en fonction d'un certain nombre de traits que je développerai tout à l'heure. Déterminer l'appartenance religieuse d'un individu est un jeu d'enfant pour qui dispose de plusieurs jeux de données, acquis tout à fait légalement par l'intermédiaire de courtiers en données américains qui vont collecter toutes les données que vous avez autorisées à céder à des tiers lorsque, par exemple, vous utilisez une application d'aide à la prière pendant le ramadan et qui permet, bien évidemment, de connaître votre appartenance
religieuses. L'application de la physique sociale, ici, conduit à déterminer les lois du comportement d'un groupe toujours plus petit. La deuxième grande approche, c'est l'approche déductive. Et ça, c'est la grande spécificité de Facebook. Parce qu'on peut tester en temps réel l'attitude des utilisateurs, la réaction des utilisateurs à un contenu. On peut tester la contagion d'une émotion. On peut tester la réaction des individus face à des opinions qui ne sont pas les leurs. Et je ne cite ici que des expériences qui ont été effectivement menées par Facebook et qui ont été publiées. On peut aussi tester la capacité de la plateforme à agir positivement sur la participation électorale, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Autrement dit, toutes les théories de la psychologie sociale peuvent être testées sur cette plateforme, qui repose précisément sur des interactions individuelles, qui permet de savoir ce qui a le plus d'influence sur notre comportement. Sommes-nous davantage influencés par le journal auquel nous sommes abonnés ou par le message éventuellement à caractère complotiste partagé par notre cousin? Eh bien, toutes les études dont dispose Facebook montrent que nous sommes davantage influencés par ce qui est partagé par des proches que par ce qui est diffusé par des médias reconnus. Toutes les théories de la psychologie sociale peuvent être testées et certaines l'ont été de façon certaine. De même que l'on peut tester toutes les approches de la publicité en recourant à l'A/B testing, ce type de test qui consiste à diffuser deux variantes d'une même publicité, deux variantes d'une couleur, une photo, un titre, pour identifier en temps réel celle qui a le plus d'effet, d'impact sur le fait de cliquer ou d'acheter. Enfin, la dernière approche, c'est l'apprentissage profond, qui permet des tâches particulièrement délicates, complexes, telles que identifier des visages, identifier des objets sur une photo, telles que prédire la personnalité d'un individu sur la base de la façon dont il s'exprime en publiant un message sur Facebook, ou alors identifier des émotions sur des photos de profil, intervenir sur les affects pour produire le comportement voulu, accentuer la probabilité que le comportement se produise. Comprenez vers où Facebook va? C'est simple. C'est la mise au point d'outils de micro-ciblage publicitaire d'une efficacité toujours plus grande. Des outils dont l'efficacité est mesurée en temps réel et qui ont la particularité de toucher des milliards d'individus, mais pas en masse, à l'échelle de tout petits groupes. Ce matin, dans un grand oral à Sciences Po, j'échangeais avec un publicitaire qui recourt à ce type d'outils. Il me disait qu'il y a longtemps, il y a 4 ans, il employait des influenceurs avec 1 million d'abonnés et puis il a constaté que ça n'avait pas davantage d'efficacité que de diffuser une publicité à la télévision, parce que vous ne savez pas qui est devant la télévision, vous ne savez pas qui sont les gens abonnés. En revanche, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les micro-influenceurs et les nano-influenceurs. Vous allez faire appel à 200 personnes qui n'ont que 250 abonnés ou certains 10 abonnés, mais qui en revanche ont une capacité d'influence sur ces abonnés qui les fera réagir. Et il me disait tout benoîtement que, bien sûr, on peut le faire pour le bien, on peut le faire pour vendre des casseroles, mais on peut aussi utiliser cela pour diffuser des théories du complot ou de la désinformation. Et c'est ce à quoi je veux en venir, l'usage manipulatoire des technologies du comportement. Un nouveau personnage, Steve Bannon. Il est le premier, à ma connaissance, à avoir compris quel usage il pouvait être fait du web et des réseaux sociaux à des fins de manipulation politique. Il a été le premier à se dire qu'il pouvait instrumentaliser les forums de joueurs. Vous savez, ces jeunes adolescents qui vont échanger sur leurs performances dans leurs jeux en réseau préférés, et dont il a fait une armée pour son mouvement politique d'extrême droite, pour l'alt-right, dont il a fait ensuite une armée pour Trump. Il a également perçu le potentiel de l'analyse prédictive de la personnalité. Il est à l'origine de la création de Cambridge Analytica et il a su mobiliser, et il continue aujourd'hui de mobiliser des militants sur un espace numérique, mais en même temps dans un espace réel, avec la capacité, par exemple, de les mobiliser pour l'insurrection du 6 janvier 2021 à Washington, D.C., les mobiliser à Dallas pour qu'ils attendent en vain le retour à la vie du fils de Kennedy. Bref, Bannon le fait aussi au service d'une vision du monde qui est marquée par la religion et sa conviction que le monde est gagné par une guerre des civilisations entre l'Occident chrétien et l'islam.
et raison pour laquelle Steve Bannon, de fait, est un allié objectif aujourd'hui de Poutine. Deuxième point que je voudrais évoquer, le propre des réseaux sociaux, c'est de favoriser la radicalisation. Une des pages les plus fortes que j'ai lues ces 10 dernières années, se trouve dans Propagande de Jacques Ellul, ce grand penseur qui, à propos de la propagande, écrit qu'on se représente très généralement celle-ci comme une manipulation destinée à modifier des idées ou des opinions, à faire croire telle idée, tel fait par un individu, et finalement à le faire adhérer à une doctrine. Autrement dit, la propagande serait affaire de croyances, d'idées, de dogmes. Or, écrit-il, ce processus est radicalement faux. Je le cite, « Le but de la propagande moderne n'est pas de modifier les idées, mais de provoquer une action. Ce n'est plus de faire changer d'adhésion à une doctrine, mais d'engager irrationnellement dans un processus actif. Ce n'est plus d'amener à un choix, mais de déclencher des réflexes. Ce n'est plus de transformer une opinion, mais d'obtenir une croyance active et mythique. Le but de cette propagande, c'est d'obtenir un acte de l'individu. » Quand j'ai lu cette page, j'ai pensé à la radicalisation de ces jeunes Français qui, après quelques semaines en ligne, se retrouvaient à partir en Syrie ou à prévoir de participer à un attentat. Et la France a connu un débat intellectuel entre les partisans d'une radicalisation de l'islam et les partisans d'une islamisation de la radicalité. Je crois qu'il y a un troisième terme à apporter à ce débat, qui est le fait que les outils numériques dont je parle offrent la possibilité absolument rare à, par exemple, l'État islamique en 2015, d'identifier les individus les plus sensibles potentiellement à leur propagande, de les toucher, de leur diffuser des vidéos, de les faire entrer dans une bulle de filtre et de provoquer une radicalisation sans jamais agir sur leurs croyances religieuses à proprement parler, sans jamais chercher à leur inculquer aucun dogme. Et de fait, Facebook, ces dernières années, c'est à maintes reprises révélé être une plateforme redoutablement efficace pour quiconque veut mettre le chaos dans une société, quiconque veut semer la haine dans une société. En exacerbant les tribalismes, la polarisation, les colères, les haines. Facebook est, je crois, c'est la citation d'un historien qui me semble tout à fait pertinente, un média antisocial. On atteste le fait que c'est sur Facebook que s'est appuyé Rodrigo Duterte pour cibler ses électeurs et promouvoir une politique extraordinairement violente et criminelle à l'encontre de consommateurs de drogue. L'ONU accuse Facebook d'avoir laissé se propager en Birmanie les discours de haine contre les Rohingyas qui ont conduit à des massacres de masse. Au Sri Lanka, le gouvernement accuse Facebook d'avoir laissé se propager des discours violents. On peut multiplier les exemples à l'infini. Facebook a été la plateforme de prédilection du renseignement russe pendant une bonne décennie pour semer la discorde et le chaos dans nos sociétés démocratiques. Et enfin, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la grande et réelle nouveauté apportée par les réseaux sociaux. C'est que, désormais, les réseaux sociaux permettent une segmentation du marché, je parle de marché économique, de marché commercial, culturel, religieux ou un marché politique, qui est non plus sur des bases classiques, l'âge, le genre, le niveau de revenu, le niveau d'éducation, le lieu de résidence, mais sur des critères psychologiques. C'est le grand enseignement de l'affaire Cambridge Analytica. Christopher Wylie, qui est l'ingénieur, lanceur d'alerte qui a travaillé directement aux côtés de Steve Bannon, raconte que leur cible privilégiée était les personnalités qui relevaient de ce que l'on appelle la sombre triade. Une minorité sélectionnée de personnes, je le cite, qui fait preuve de caractéristiques relevant à la fois du narcissisme, qui sont particulièrement autocentrés, du machiavélisme, ils défendent brutalement leurs propres intérêts, et de la psychopathie, c'est-à-dire d'un détachement émotionnel. Et ce sont des traits qui sont assez rares dans la population générale, mais qui, à l'échelle d'une plateforme qui compte des milliards d'utilisateurs, peuvent aisément être identifiés et regroupés. Et c'est ainsi que Cambridge Analytica a collecté des données sur la base desquelles elle a pu assigner des scores prédictifs d'appartenance à cette sombre triade. Une fois ces gens ciblés, ils recevaient des messages qui leur étaient spécifiquement destinés pour encourager
leurs impulsions colériques et leurs pensées conspirationnistes. Je cite encore Christopher Wiley. Ils recevaient via des groupes Facebook des publicités, des articles dont Cambridge Analytica savait, grâce à des tests réalisés, qu'ils avaient de grandes probabilités d'attiser la colère. Bref, Cambridge Analytica a su réunir ces individus particulièrement épars, les organiser, les provoquer et les pousser à s'engager. En conclusion, Kant écrivait que les Lumières étaient la sortie de l'humain hors de l'état de minorité. C'est-à-dire, je cite Kant, de l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. L'ère de la persuasion numérique de masse, qui est une persuasion de masse, mais une persuasion pratiquement individualisée, désigne à mes yeux le retour de l'humain à un nouvel état de minorité, entendu comme l'incapacité d'agir sans être potentiellement secrètement influencé. Il est donc plus urgent que jamais de faire revivre l'esprit des Lumières, de faire sortir l'humain de son état de minorité numérique, ce qui suppose, on va j'imagine en parler, de mettre de l'ordre dans le chaos des réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci David. Thomas, vous avez la parole. Alors bonsoir à tous. Je suis très ému. Je suis très touché personnellement, très honoré d'avoir l'honneur de cette conférence, d'un aussi beau lieu et d'aussi belles oreilles pour écouter ce que j'ai à dire. Alors moi, je ne suis pas un grand chercheur ni un grand penseur, je suis un journaliste. Et ma principale qualité, c'est de trouver des gens plus intelligents que moi, à qui je vais piquer ce qu'ils ont produit pour avoir l'air intelligent moi-même. Je vais donc m'efforcer de le faire ici devant vous, et surtout d'essayer de poursuivre ce brillant exposé qui a été fait par David à l'instant. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ce métier de journaliste, j'ai commencé à travailler sur Internet. Et à l'époque, Internet, ça ressemblait à une forme de... peut-être pas de paradis, mais en tout cas d'espoir. C'était l'accès illimité à la connaissance, le partage de tout un tas de choses, la mise en commun des êtres humains, la discussion avec des gens de l'autre côté du globe. Et sans emprunter le titre de cette conférence, j'ai un peu l'impression qu'en une vingtaine d'années, cet outil qui devait nous illuminer a malheureusement un petit peu éteint la lumière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, de ce rêve de connaissance, on est passé à une espèce de cloaque dans lequel s'expriment les idées les plus violentes, les concepts politiques les plus dangereux et, bien entendu, les individus qui ont le plus envie d'avoir recours à tous ces artifices. Depuis une dizaine d'années, je suis devenu un spécialiste un peu bizarre des fausses informations. Je ne crois pas qu'il y ait un seul journaliste qui ait décidé un jour de s'intéresser aux fausses informations. Ce qui nous intéresse, ce sont les choses qui sont vraies ou que nous allons démontrer comme fausses. Mais partir par principe de faux complots, de fausses informations, de choses fabriquées de toutes pièces, je crois que c'est très nouveau. Et c'est probablement aussi pour cela que on est un petit peu désemparé par rapport à tous ces phénomènes. Ah, bien entendu, les fake news, les mensonges, en politique ou ailleurs, ça date pas d'hier. Pour faire écho à la pandémie que nous avons traversée récemment, on disait au Moyen-Âge que les Juifs mettaient la peste dans les puits et donc qu'ils étaient les vrais responsables de cette maladie. Aujourd'hui, alors il y a toujours les Juifs dans le viseur des complotistes, mais on trouve aussi tout un tas d'autres gens. Et justement, il se trouve que vendredi dernier, sur LCI, où il m'arrive de passer une tête de temps en temps, j'ai été dire quelque chose que je ne pensais pas du tout être obligé de dire un jour. Mais même à mes proches, quoi, je veux dire. Mais là, on a été le dire à la télé. Il a fallu que je prenne 10 minutes pour expliquer, à la suite de déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, qu'Adolf Hitler n'avait pas de sang juif. Non, c'est pas une blague. J'ai vraiment été obligé d'expliquer ça à la télé française en 2022. Et je crois
Eh bien, tout cela est bien entendu la faute d'êtres humains qui ont cherché à faire vivre ces idéologies, mais c'est aussi la faute d'une machine numérique qui a, par bien des aspects, pris le contrôle de nos cerveaux, en tout cas de notre rapport à la réalité. L'idée de la liberté, c'est qu'elle doit s'exprimer sur la conscience, sur la raison, sur des éléments objectifs. Comment faire en sorte d'arriver au libre arbitre quand tout ce qui nous permet de juger de la réalité est biaisé? Pas forcément par des mensonges, mais au minimum par des formules mathématiques extrêmement compliquées sur lesquelles nous n'avons ni transparence, ni aucune forme d'emprise. Comment imaginer que nous puissions faire société si chacun d'entre nous voit un morceau du monde non seulement différent, mais parfois totalement contradictoire? Moi, j'aime bien faire des expériences. C'est très lié au fait que ces fameux réseaux sociaux, dont David vous a dit autant de bien avant moi, ils manquent de transparence. On ne sait pas comment ils fonctionnent, ils se cachent derrière la formule du Coca-Cola qui ne pourrait pas nous révéler, pour nous interdire d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui nous permettraient de comprendre pourquoi eh bien, Tata est devenu anti-vax durant la pandémie à force d'être exposé à tout un tas de contenus, ou pourquoi Tonton pense que le 11 septembre, eh bien, c'est un coup des Américains. Afin d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces réseaux sociaux, comment fonctionne notamment la plateforme Facebook, qui est la plus importante aujourd'hui, eh bien, on a créé en 2019, durant les élections européennes, avec des étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po, un certain nombre de profils, non pas pour être actifs comme des militants sur la plateforme, mais tout simplement pour voir comment la plateforme allait nous raconter la campagne présidentielle. Il y avait 6 profils. Ces 6 profils avaient 2 tiers de choses en commun et 1 tiers de choses qui les différenciaient. Ces différences, c'était non pas une adhésion politique, mais un intérêt pour un certain nombre de couleurs. Il y avait un profil gilet jaune, un profil insoumis, un profil La République en marche, un profil Les Républicains, un profil Rassemblement national et un profil gauche. Vous vous en souvenez peut-être, à l'époque, énorme surprise, la gauche se déchirait entre Benoît Hamon et Raphaël Glucksmann, entre le Parti socialiste et Place Publique. Durant ces 3 mois, ces étudiants devaient regarder tous les jours les 10 premières publications que leur montrait Facebook, pour avoir une petite idée sur cette durée de ce à quoi ils allaient être exposés. Durant 3 mois, 90 jours, 900 contenus par individu, nous n'avons pas un seul contenu qui est commun aux 6 univers. Pas un seul article de presse, pas un seul post, pas une seule photo, pas une seule vidéo qui soit commune aux 6 univers. Le maximum que nous ayons eu, c'est une publication qui a été dans 4 univers différents. Cette publication était une publicité du réseau Facebook pour inciter les utilisateurs à s'inscrire sur les listes électorales. Quelle surprise! Tous ne l'ont pas eu. Non, tous ne l'ont pas eu. Les Gilets jaunes n'ont pas reçu cette information, par exemple. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais durant cette campagne des élections européennes, qui, comme vous le savez, passionne en permanence les Français, les campagnes européennes, ça nous intéresse énormément. Non, pas du tout. Il s'est passé quelque chose qui a, pour le coup, focalisé l'attention des médias du monde entier. Il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Et au moment de l'incendie de Notre-Dame, on a assisté à quelque chose qui est extrêmement révélateur de ce que nous vivons aujourd'hui. On n'avait pas une réalité, on avait 6 réalités différentes, et parfois même totalement contradictoires. Sur le profil En Marche, c'était un coup des Gilets jaunes qui avait foutu le feu à Notre-Dame. Sur le profil des Gilets jaunes, c'était Macron qui avait foutu le feu à l'église pour ne pas faire le discours qu'il devait faire ce soir-là. Au Rassemblement national, c'était un coup des musulmans.
À la France Insoumise, c'était scandaleux de voir tous ces milliardaires payer pour Notre-Dame alors qu'ils refusent de payer des impôts. Chez les Républicains, on pleurait le drame des chrétiens. Et sur le profil de gauche, ils ne se sont même pas rendus compte que Notre-Dame avait brûlé, ils ont continué à s'engueuler. Comment voulez-vous que nous fassions société dans ces conditions-là? C'était 6 étudiants qui avaient le même âge, qui vivaient dans la même ville, qui étaient dans la même université, qui partageaient 2/3 des choses qu'ils avaient eux-mêmes likées sur cette plateforme. Et c'est là-dessus qu'il y a probablement la plus grosse imposture qui nous a été faite par Facebook. 2 chiffres pour se remettre un tout petit peu dans le contexte. On parle de liberté de conscience, eh bien, Facebook n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils ont plus d'adeptes que le christianisme. Okay, il y a 2 milliards de chrétiens sur la planète, il y a 3 milliards de gens inscrits sur Facebook. Et on va se dire tout de suite 2 trucs. On va beaucoup plus souvent sur Facebook qu'on va à l'église. Et Facebook en sait beaucoup plus sur vous que votre confesseur de l'époque. Votre confesseur, il ne savait que ce que vous lui disiez. Facebook comprend, y compris ce que vous ne voulez pas lui dire. Un exemple qui va faire écho à ce que vous expliquait David sur le travail qui a été fait par Cambridge Analytica. Christopher Wylie, ce jeune homme qui travaillait dans cette entreprise, a participé à l'élaboration de ces modèles prédictifs qui permettaient à la campagne de Trump de savoir quels électeurs cibler avec des publicités très particulières. Ils ont commencé par réaliser des enquêtes qualitatives extrêmement sérieuses sur l'électorat américain. Ils ciblaient principalement des électeurs démocrates, blancs, mais qui étaient en fait secrètement racistes. Comment est-ce qu'ils ont découvert ça? Eh bien, dans leurs enquêtes qualitatives, ils posaient systématiquement 2 questions à la suite. La première question, pensez-vous que les minorités ont les mêmes capacités à s'en sortir dans la vie? Oui, je suis démocrate. Et la question qui venait derrière, c'était, vous êtes-vous senti forcé d'avoir répondu comme vous l'avez fait? Tous ceux qui répondaient oui admettaient avec cette réponse qu'ils étaient secrètement racistes, puisqu'ils ne considéraient pas que ces minorités avaient les mêmes chances de s'en sortir dans la vie. Cette entreprise a demandé à Facebook de lui trouver les électeurs qui ressemblaient le plus à ce profil. Ils les ont bombardés de messages en expliquant que les musulmans étaient tous des terroristes, que les Mexicains étaient tous des violeurs. Et à la fin, ça nous donne une élection américaine où, en micro-ciblant dans 3 États, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, 3 États qui rassemblent 15 millions d'électeurs, Trump l'emporte avec 77 000 voix d'écart au total sur ces 3 États. Il a 3 millions de voix de retard au plan national et il devient pourtant le président des États-Unis. Pourquoi vous parlez de Donald Trump alors qu'il n'est plus le président des États-Unis aujourd'hui? Eh bien parce que si Donald Trump n'est plus le président des États-Unis aujourd'hui, le Trumpisme, cette manière de refuser la réalité, de refuser les faits comme base de la discussion, eh bien elle perdure. Et je crois que les observateurs, et moi le premier, on a été complètement débordés par l'espèce de tsunami de mensonges auquel on a été soumis. Donald Trump, c'est 24 000 mensonges recensés, prononcés durant ses 4 ans de présidence. 24 000 mensonges, ça fait plus de 15 par jour. L'un des mensonges qu'il a le plus prononcé, 264 fois, si mon souvenir est exact, il expliquait à qui voulait l'entendre, et notamment dans ses meetings, qu'il était en train de construire le mur de séparation avec le Mexique, et que ce mur se construisait à la frontière sud de l'État du Colorado. Alors j'entends en réaction dans la salle que certains ont quelques notions de géographie américaine. Le Colorado, c'est pas du tout à la frontière sud des États-Unis. Mais même pas un petit peu, c'est pas du tout. C'est comme si je vous disais, on va construire un mur de séparation avec l'Espagne et on va le faire dans la Creuse. Ben non, il n'y a pas de frontière avec l'Espagne.
Et je crois qu'on n'a pas suffisamment perçu à quel point le fait que dans la vraie vie réelle, des hommes politiques ou des médias utilisent ces rhétoriques et créent une réalité alternative aurait de telles conséquences. Ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. C'est Voltaire qui disait ça. Et je ne pense pas du tout qu'il avait prévu l'ampleur des choses dans lesquelles nous allions nous retrouver aujourd'hui. Quelque part, sans s'en rendre compte, et parce que on n'y comprend rien à la technologie, eh bien, on a assisté à un changement de civilisation, un basculement total qui s'est fait extrêmement rapidement, en une quinzaine d'années à peine. On a modifié notre rapport aux autres, premièrement en changeant le « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous » en « je like », comme cette fameuse jeune que vous aviez interviewée à l'époque. Si je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord avec vous, déjà ça suppose que je sais un petit peu de quoi vous allez parler, donc je me suis peut-être un petit peu intéressé à vous. Mais je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, nous allons discuter, débattre. On va peut-être même se foutre sur la gueule à un moment, mais on va au moins échanger. Qu'est-ce qui se passe si je ne vous aime pas? Ben, je crois qu'on ne se parle pas. Et en fait, en étant en permanence, toute la journée, connectés à ces outils qui nous forcent à voir le monde en j'aime, j'aime pas, on bascule dans une forme d'émotionnalité permanente. On refuse l'idée même de la réflexion, puisque tout est basé sur nos sentiments et plus sur des savoirs ou sur une forme de réflexion. Ça, c'est un énorme basculement. C'est un énorme basculement et je crois qu'on, à la fois en tant que citoyen, mais aussi en tant que société, on n'a pas du tout mesuré l'immense impact de tout cela. Ce petit outil que vous avez sur vos genoux, madame, que j'ai laissé sur la table, en moyenne, nous le regardons 241 fois par jour. En moyenne. Ça compte aussi la grand-mère de ma femme qui n'a pas d'iPhone. Hein? Ouais. Ça compte aussi tous les moins de 13 ans qui n'en ont pas non plus. Enfin. « 241 fois par jour. Le cerveau humain est façonné par les outils que nous utilisons au quotidien. Ce n'est pas un hasard si l'époque qui va suivre celle de Gutenberg est aussi celle des plus grands textes, des plus grands peintres. C'est une époque où l'intelligence était mise au cœur et où la lecture diffusée, le savoir permettait de construire l'intelligence et même de construire l'imaginaire. Quand on est en permanence connecté à cet outil, ben on a de plus en plus de mal à réfléchir. Il y a certaines études qui montrent que à chaque fois qu'on reçoit une notification, on perd 10 points de QI. Ça ne veut pas dire que si vous avez 100 de QI, au bout de 10 notifications, vous êtes débile. Hein. On n'en est pas là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notification crée une stimulation émotionnelle sur votre cerveau qui, à ce moment-là, limite votre capacité de réflexion. Et je crois qu'on est tous un petit peu à la fois victimes de cela et en même temps coupables. Ce sont aussi nos propres pratiques qui permettent à ces multinationales de tirer leur épingle du jeu. Ah oui, mais c'est vrai que c'est gratuit. Vous oubliez parfois un peu vite que quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Mais derrière tout cela, il y a aussi une énorme manipulation. Parce que quand vous avez accepté de rentrer sur ces univers, bah vous n'aviez pas dit du tout d'accord pour tout cela. De plus en plus, on assiste à des phénomènes d'hyper-radicalisation politique, religieuse. Et ces radicalisations, David en a parlé, je voudrais rajouter quelque chose qui est que
À mon sens, le principal facteur de radicalisation aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la radicalisation algorithmique. Quelque part, ce sont ces machines qui nous radicalisent, et une récente affaire politique et judiciaire montre très bien tout cela. Il s'agit de l'affaire Mia Montemaggi. Mia Montemaggi, c'est une petite fille dont la mère avait perdu la garde. Sa mère, Lola Montemaggi, à force de pérégrinations et de consultation de choses plus que limites sur Internet et sur les réseaux sociaux, basculé dans une forme de complotisme extrêmement fort. Et dans sa bascule, elle en est venue à être persuadée que des pédophiles satanistes dirigent le monde en secret, et que le principal réseau de recrutement de ces criminels serait les services de protection de l'enfance. Persuadée par tout cela, ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités. Persuadée de tout cela, elle a été mise en contact avec un premier groupe sur une application plus discrète qui s'appelle Telegram, avec un groupe un peu New Age, un peu hippie décomposé, dirigé par une femme qui s'appelle Alice Pazalma, qui est la leader d'un mouvement sectaire qui s'appelle One Nation. Elle a été mise en contact avec un autre personnage qui s'appelle Rémi Daillet, qui est un militant d'extrême droite qui projetait d'organiser des coups d'État, un coup d'État en France, de prendre le contrôle de chaînes de télévision, d'attaquer des centres de vaccination. En contact avec ce personnage, elle a embauché, on ne sait pas encore, l'affaire judiciaire nous dira s'il y a eu des échanges d'argent, mais elle a en tout cas fait appel à des néo-nazis qui ont été enlevés la petite fille pour la rendre à sa mère. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur cette affaire et qu'on pouvait voir très précisément sur le profil Facebook de cette femme les différentes étapes de sa radicalisation. Et on voyait bien qu'elle était un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, tombée dans le trou du lapin. Et qu'à chaque fois qu'elle s'enfonçait plus profondément, plutôt que de lui opposer d'autres contenus, la plateforme lui renvoyait des choses encore plus folles. Il y a un homme qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, il s'appelle Guillaume Chalot, c'est un brillant ingénieur français qui travaillait chez Google, il travaillait particulièrement chez YouTube, qui est à l'époque où elle était la principale plateforme de partage de vidéos, elle l'est toujours, elle est un peu plus concurrencée aujourd'hui. Lui, il travaillait sur les algorithmes de recommandation de vidéos. Son travail, c'était de fabriquer les formules mathématiques qui proposeraient la vidéo suivante pour vous happer dans cette espèce de mécanique dans laquelle on s'enferme tous un petit peu parfois avec nos téléphones. Quand il découvre que quand on regarde une théorie du complot ou une fake news, la machine nous propose une autre théorie du complot ou une fake news encore plus grosse, il se dit qu'il y a un énorme problème. Il développe donc un algorithme qui, quand on est exposé à un mensonge, vous expose la contradiction de ce mensonge. Il propose son produit à son supérieur hiérarchique chez YouTube. Et il a été viré 48 heures après. Dans un lieu comme celui dans lequel nous nous trouvons maintenant, qui fait une place très importante à la réflexion, au savoir, à l'idée de l'intelligence comme un bien à la fois personnel mais aussi collectif, je voudrais peut-être porter deux messages. Le principal problème que nous avons face à l'univers numérique, c'est avant tout que nous avons l'impression de ne pas avoir d'emprise dessus. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de penser que nous avons plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de nous. Sans nous, ils ne peuvent rien. Et c'est pas parce qu'on est arrivé à un état de fait où ils sont hyper dominants, hyper puissants et ils génèrent des chiffres d'affaires comme on en a rarement vu dans l'histoire du capitalisme moderne, que nous ne pouvons rien faire. Et donc, j'en appelle à vos consciences de citoyens de vous intéresser à ces sujets. Ils sont chiants, c'est compliqué, c'est difficile.
On n'y comprend rien. Mais justement, faire un monde meilleur, ça ne peut pas être un like sur Facebook. Ça doit nous amener à autre chose. Ça doit nous amener à plus de travail, plus d'énergie, plus d'abnégation, plus d'humilité aussi. Et donc, je voudrais placer en vos mains cette petite idée qu'il va falloir agir pour réguler cet univers. On ne pourra pas faire l'économie d'une régulation très profonde des univers numériques et en particulier des réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est que notre meilleur outil pour lutter contre tous ces phénomènes, c'est notre cerveau. Et donc, la seule vraie manière d'arriver à reprendre le contrôle et tenter de gagner ce combat, je ne sais pas si on y arrivera, mais au moins il faut essayer, c'est l'éducation. Bon, je sais que ça, c'est quelque chose qui va vous parler. Mais effectivement, moi, je fais partie d'un petit groupe de personnes qui militent pour que apprendre à distinguer le vrai du faux, ça soit un savoir fondamental de l'école, de la même manière qu'il faut apprendre à lire, à écrire et à compter. Il faut savoir désormais distinguer le vrai du faux. Je ne voudrais pas vous embêter plus longtemps, et je voudrais surtout vous laisser la possibilité d'intervenir et de nous poser des questions. Je voudrais vous laisser avec cette petite réflexion. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un grand penseur et je ne suis pas un grand chercheur. J'essaye de trouver des gens plus intelligents que moi. Et je dois vous laisser sur cette phrase de Gérald Bronner. L'illusion de connaissance, c'est bien pire que l'ignorance qui s'assume. Merci à vous. Merci David et Thomas. Donc, le temps des questions, des échanges, de vos interrogations. Non, et là, il n'y en a qu'un. Donc, ce que je vous propose, on prend une série de 3 questions et après, on donne la parole à nos intervenants. Yves. Et puis après, là. Oui, bonjour, ça fait froid dans le dos. Malheureusement, je me demande même si nos conférenciers ne sont pas en dessous de la vérité. Alors il se trouve qu'après je vais vous parler un petit peu de moi, après une carrière normale dans le privé, j'ai pu rentrer dans l'enseignement. Ça fait 10 ans qu'aujourd'hui j'enseigne dans le supérieur. Chaque année, je me dis, qu'est-ce que nos jeunes vont m'inventer ? Je le dis, il y a des parents dans la salle, notez le niveau de vos enfants. Aujourd'hui, un diplômé de master en école de commerce, je ne parle pas de petites écoles, je parle des grandes écoles de commerce, à un niveau intellectuel inférieur à celui d'un collégien d'il y a 30 ans. Et je le teste tous les ans, parce que l'année et les années sont là, j'ai les annales du brevet de 1977. Je le donne à mes étudiants, le brevet des collèges. Même en école d'ingénieur, ils ont du mal à faire l'épreuve. Alors, voilà, il y a une grande absente dans tout ce qu'il a dit. Alors, ça a été dit un petit peu à la fin. C'est l'école. C'est l'école. Que fait l'école quand on voit le niveau d'abrutissement, je ne peux pas dire autrement, de notre jeunesse, qui n'est pas capable aujourd'hui de rédiger une feuille A4 sans faire 20 fautes d'orthographe, qui n'est pas capable de formuler une idée, qui n'est pas capable de dérouler un raisonnement mathématique, le plus simple comme la règle de 3. Aujourd'hui, en bac plus 5, j'ai 2/3 d'une promotion qui n'est pas capable de me faire une règle de 3. On va essayer de faire court parce que... Donc, on a que fait l'école. Et donc, ma question était, justement, on revient un petit peu sur les gens des réseaux sociaux. Les cadres dirigeants
de toutes ces entreprises-là envoient leurs enfants dans des no-tech schools où il est interdit d'avoir des ordinateurs, il est interdit d'avoir des téléphones, il est interdit d'avoir tout ça, du cours préparatoire jusqu'au lycée. Qu'attend l'éducation nationale pour arrêter cette folie? Merci. Oui, juste Yves, derrière toi. On prend 3 questions, puis après... hein. Tout marche par 3 ici, en fait. Oui, c'est une habitude à prendre. Hein, c'est pas... Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, en ce qui me concerne, je suis un étudiant Bac plus 5. Mais je vais essayer de poser une question. Cette catégorie, je peux Mais il va vous amener les annales. Non, mais vous nous avez parlé d'Internet et des réseaux sociaux qui sont visibles. Ma question porte sur l'Internet invisible, donc notamment tout ce qui touche au deep web, au black web, les questions aussi autour du multiverse, des NFT, de ces questions qui vont complètement refaçonner notre rapport aux autres, notre rapport à la vie. On sait que les grandes entreprises ont commencé à commercialiser des biens dans le multiverse, donc vous pourrez acheter des chaussures qui ne sont pas à mettre à vos pieds, mais à mettre au pied de votre avatar en ligne. Donc, quel est votre regard sur ces questions-là, et est-ce que les pires atrocités qu'on peut trouver sur ce deep web, sur ce black web, sont à l'image de l'homme, ou est-ce qu'au contraire c'est l'homme qui est influencé par ce monde-là? Autrement dit, est-ce que ce monde noir élève des temples au vice, ou est-ce que c'est nous qui le laissons faire? Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, si on n'a pas de questions, on en avait reçu une par SMS avant la conférence. Donc ce que je propose, c'est qu'on prend, puis on prend une deuxième série de questions derrière. Denis. La question la suivante. Attends, je te mets le micro parce que là... C'est pas bon là? Non. Merci. La question est la suivante. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une résosphère où la vérité est mise à l'épreuve par l'élucubration. Et le métaverse nous promet un futur de tous les possibles où n'importe qui pourra devenir gourou, millionnaire ou se faire violemment agresser. Sommes-nous prêts? Voilà, vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Alors, je vais essayer de me mettre au niveau des étudiants de la fin des années 70. Même si je suis né en 81, j'espère être à peu près entre les deux. Donc, mais avec moi, vous risquez pas grand-chose, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont d'autres gens plus intelligents que moi et plus vieux que j'ai interrogés, donc ça devrait peut-être convenir. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a un vrai problème dans la manière de répondre à ces phénomènes. Et effectivement, on a vu, moi je m'intéresse à ces sujets depuis 2014, donc j'ai vu 2 ministres de l'éducation différents traiter ces sujets. La première, c'était Najat Vallaud-Belkacem, qui avait énormément de défauts, j'en suis certain, mais qui avait une qualité, c'est qu'elle avait vécu de la diffamation, des théories du complot sur Internet. Et donc, elle avait une parole publique qui poussait les chefs d'établissement à accepter les demandes des enseignants sur le terrain qui voulaient faire des actions spécifiques à la fois d'éducation aux médias, d'éveil à l'esprit critique, d'éveil à la citoyenneté, de lutte contre les théories du complot. Et donc il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers pour faire des choses, mais les volontés réelles qui existent étaient accompagnées et donc elles pouvaient avoir des conséquences un peu positives. Depuis 2017 et son successeur, Ruud Grenelle, son successeur, il pense que les algorithmes vont changer l'école. Ils vont sauver l'école. Donc c'était une manière un petit peu différente et effectivement, lui, il n'a pas du tout appuyé publiquement dans ses déclarations sur ce levier. Et donc les chefs d'établissement qui voulaient agir ont continué d'agir sur la demande des enseignants et ceux qui ne voulaient pas le faire, se sont un peu réfugiés derrière tout cela. Et ça a quand même mis un gros stop à tout un tas d'initiatives parce qu'en fait, toutes ces initiatives d'éducation aux médias, d'éducation numérique, d'éducation à la citoyenneté, de découverte de l'esprit critique, elles sont avant tout le fait d'enseignants extrêmement engagés. Et du coup, il manque une volonté là-dessus. Alors, vous le verrez cette semaine, une tribune dont je suis signataire va être publiée afin d'appeler à
un financement beaucoup plus important des actions d'éducation aux médias à l'école, à la fois en interpellant aussi nos confrères journalistes pour qu'ils se rendent dans les écoles faire tout cela. Mais vous l'avez dit, le vrai problème de l'éducation et de tous ceux qui ont été à un moment ou à un autre proches de l'éducation nationale, c'est l'immense difficulté à mettre cette grosse machine en route. Et donc ça prend du temps, mais encore une fois, je compte sur vos paroles de citoyens engagés pour pousser chacun à nos petits niveaux un petit peu plus ces sujets. La deuxième chose, la deuxième question, vous nous interpellez sur le métaverse et sur les nouvelles formes de réseaux sociaux qui peuvent exister. Moi, je ne suis pas du tout un expert du dark web, du darknet, de tout ça. Donc je me garderai bien de m'exprimer sur ce sujet. Mais pour ce qui est du métaverse, Facebook a une formule systématique qui est de dire « It takes two to tango ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour danser le tango, il faut être deux. Et donc, ce que vous voyez, c'est à cause de vous, entre guillemets. C'est à cause de votre comportement. Et donc ça, sur la plateforme Facebook que nous connaissons tous, ça va se répercuter de la même manière sur le métaverse. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont essayer de tester la capacité de Facebook sur le métaverse à repérer justement les comportements violents, les propos racistes et tout ça. Et du coup, Facebook n'est pas du tout capable de détecter ces choses-là. Et ceux qui ont créé un petit groupe QAnon sur Facebook ont vu leur truc hyper poussé par les algorithmes et trouvé plein de gens comme eux qui avaient envie d'être QAnon. Donc, je pense que les problèmes que nous avons aujourd'hui face au numérique et que nous n'avons pas su résoudre, eh bien, ils vont se retrouver dans les nouvelles formes numériques et le métaverse. Et donc, ça va me permettre d'enchaîner sur cette troisième question pour dire que, vu que nous ne sommes pas encore prêts à faire face à l'Internet 2.0, comment voulez-vous que nous soyons prêts à faire face à l'Internet 3.0 qui est le métaverse? Le problème fondamental auquel nous sommes confrontés face à ces entreprises, c'est qu'elles refusent à la fois de respecter nos lois, de payer les impôts qu'elles doivent au pays dans lequel elles exercent, mais surtout elles refusent la transparence pour que nous puissions comprendre comment elles fonctionnent. Je vais reprendre l'exemple du Coca-Cola de tout à l'heure. On n'a pas la formule du Coca-Cola. Mais il y a pourtant quelqu'un qui teste le Coca-Cola et qui nous dit que oui, ça va te faire grossir et c'est pas bon, mais tu vas pas mourir. Là, on est dans une situation où on a quelqu'un qui fabrique des voitures, qui roule à 250 sur l'autoroute, dont les ceintures de sécurité ne marchent pas et où il n'y a pas de frein. Et quand on demande à regarder dans le moteur, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de regarder, c'est la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on veut vraiment que ces voitures aient le droit de rouler sur nos autoroutes? Mais je ne crois pas du tout, moi. Mais d'ailleurs, je crois que si on nous avait demandé, on aurait dit non. Et c'est là la grande force aussi de ces réseaux, c'est que ce sont avant tout des outils extrêmement bien conçus, extrêmement pratiques, derrière lesquels se cache un savoir de psychologie comportementale extrêmement affiné et une capacité à comprendre ce qui meut les êtres humains comme jamais dans l'histoire de l'humanité un tel outil a été conçu. Je vais prendre mon point Godwin tout de suite, mais Facebook, c'est le rêve absolu de tous les dictateurs et de celui dont je vous ai parlé de tout à l'heure et qui n'a pas de sang juif. D'ailleurs, c'est même encore mieux. Parce qu'à l'époque, pour savoir tout ça sur les gens, il fallait les torturer pour qu'ils racontent tout. Là, maintenant, vous dites tout vous-même. Donc, moi, je pense que nous ne sommes pas prêts. Et je suis d'ailleurs particulièrement inquiet par rapport à tous ces nouveaux outils. J'aurais préféré qu'on apprenne un peu de nos erreurs et qu'on ne les laisse pas s'installer sans que nous sachions ce qu'ils produisent. David. On prend une série de questions. Oui. Oui, d'abord, bonsoir messieurs. Merci pour votre... chacun vos... Je ne sais pas s'il est branché le micro, vous m'entendez? Ça marche? Collez-moi bien sur le menton. Oui. Voilà. Vous m'entendez là? Ah oui, effectivement, ça marche peu. Alors d'abord la Creuse, un petit clin d'œil, c'est le plus beau pays au monde. Voilà, il n'y a pas de mur. Et bien heureux puisque je suis originaire de là, parce qu'à chaque fois, on cite la Creuse comme département. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très peuplé, mais j'aimerais bien qu'on change un petit peu, qu'on cite le Larzac ou autre. Oui, effectivement, merci messieurs pour vos deux interventions.
les travaux de Skinner, que je n'ai pas lus, me rappellent les travaux, dont j'en ai lu certains, d'Edouard Bernays, que vous connaissez certainement, qui était un publiciste des années 50 aux États-Unis et qui a identifié, pour vendre plus de produits, comme dans la population, les QI, les quotients intellectuels sont inégaux, il valait mieux chercher, pour mieux vendre donc, le quotient émotionnel. Et c'était assez intéressant, parce que c'est comme ça qu'il a pu développer un ensemble de choses. À travers vos deux interventions, selon mon point de vue, il me semble qu'il serait intéressant d'identifier... Je vais faire court, mais il faut que je puisse m'exprimer. Il serait intéressant d'identifier ce que les neurologues nous apprennent. Et les neurologues nous apprennent que le cerveau croit ce que les yeux voient et les oreilles entendent. Le cerveau croit ce que les yeux voient et les oreilles entendent. Donc à partir de là, c'est pas étonnant que sur Facebook ou d'autres sites, je ne suis pas spécialiste, on clique un petit peu comme si le cerveau était fait simplement pour croire et non pas et uniquement et malheureusement pas pour penser. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et très, très rapidement, je trouve ça génial votre idée, monsieur, au niveau de l'éducation, d'identifier à l'école, alors pour les enfants, ou peut-être pour les adultes, ce qui est vrai de ce qui est faux. Maintenant, après, il faut identifier les outils pédagogiques. Et si je pouvais en faire partie, j'en serais très heureux. Je vous remercie. J'attends votre retour, s'il vous plaît. Merci. Moi, je m'appelle Guéret. Hein. Ça n'en parle. Tu as 3 personnes. Et j'ai fait maths sup il y a 50 ans, donc je dois être vachement bon. Hein. Donc, madame et madame devant après. Bonsoir. Alors j'avais 2 questions. La première, vous avez parlé, monsieur, que nous étions... oui, mais je ne vais pas parler sur le micro. Oui, là, on sent. Il y a le Covid. Nous étions influencés par nos proches plus que par les médias. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait plus référence en fait à notre libre arbitre qu'à la liberté de conscience ? Et vous avez aussi fait référence à Hannah Arendt, et elle a beaucoup travaillé sur notamment le procès Eichmann, et justement ça m'a fait penser à ça. Et quelle différence vous faites entre le libre arbitre et la liberté de conscience? Parce que nous, dans nos travaux ici, il y a une différence très importante entre le libre arbitre et la liberté de conscience. Et par ailleurs, monsieur de droite, vous avez aussi parlé du libre arbitre et de la liberté de conscience. Moi, il m'a semblé qu'il y avait une notion très importante, c'était celle de l'instantanéité. Or, ici, nous travaillons dans un autre temps et le temps a une importance. Et je voulais savoir si vous ne pensez pas que les journalistes avaient une responsabilité aussi, sans vouloir être désagréable, mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations passent par ces réseaux sociaux, et notamment toute la jeunesse consulte les informations sur les réseaux sociaux, et tout ce qui est retransmis et recliqué, et ainsi de suite. On peut aussi venir des journalistes, et comment faire pour que les fake news ne viennent pas des journalistes. On a pu le voir notamment pendant la pandémie, j'ai dit. Donc il y a une 3e question, et après, madame, on commence avec vous pour la 3e série. Bon. Bonjour. Vous avez démontré que la liberté de conscience est bien à l'épreuve des réseaux sociaux et d'Internet, mais je voudrais justement parler de Twitter et d'Elon Musk qui, lui, annonce qu'il veut défendre, lui, la liberté absolue. Pas de conscience, mais voilà. Donc là, c'est vraiment, il a acheté Twitter, il est soutenu donc il défend Trump, et donc je voudrais avoir votre opinion sur ce nouveau danger qui, au nom de... Voilà. Merci. On prend une série de questions après. Et on commencera là. Je peux y aller? Oui, vas-y. Non. Si, vas-y, David. Alors, je vais répondre d'abord sur Bernays. Effectivement, je consacre un chapitre. Bernays n'est pas le grand génie que l'on croit généralement. C'est un manipulateur des masses qui a eu pour principal client lui-même et qui a eu le mérite de vivre pendant 103 ans, donc il a pu construire sa légende. Il y a d'autres psychologues qui ont apporté beaucoup plus à la persuasion, à la manipulation des masses, en particulier Ernest Dichter, qui est
un véritable génie et qui a changé la vie de millions d'individus au quotidien et que vous croisez à chaque fois que vous faites des courses sans en avoir conscience parce qu'il a conçu l'architecture même des grands magasins pour vous encourager à acheter quand vous ne le feriez pas de vous-même. Et oui, la persuasion la plus efficace est celle qui touche aux émotions davantage qu'à la réflexion. Mais ça ne date pas d'hier. Vous lisez Aristote, et à côté du logos, vous avez le pathos, vous avez aussi le kairos, ce moment opportun, vous avez l'éthos, l'éthique de l'orateur, ou l'influence qui est la sienne. Dans l'histoire que j'ai retracée de la persuasion dans mon dernier livre, les maîtres de la manipulation, je m'efforce de mettre en évidence le fait que sur la longue période, l'histoire de la persuasion est celle précisément de la conception de techniques visant à contourner la raison, la réflexion, au profit de l'impulsion, de l'affect, de l'émotion. Et c'est un art qui s'appuie sur absolument tous les vecteurs d'information et tous les moyens de communication. Donc oui, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire celui de ceux qui engagent ces techniques de manipulation de masse, il n'y a pas fondamentalement de distinction entre le libre arbitre et la liberté de conscience, dans la mesure où ce sont des choses qu'il nie par essence. C'est-à-dire que vous niez le principe de la liberté d'autrui, de la liberté de décider de lui-même, d'agir en conscience, de choisir son orientation personnelle ou ses choix. Et les outils qui sont conçus visent précisément à favoriser le contournement de tout aspect réflexif. Prenez par exemple l'achat en un clic d'Amazon. C'est le premier outil de manipulation de masse affecté à la consommation à la toute fin des années 1990. C'est précisément la réflexion qui est contournée par cet outil. Je ne développe pas davantage. Je voudrais évoquer la troisième question. Alors, je ne devrais pas y répondre parce que je ne suis pas journaliste, mais étant donné que La troisième question. La deuxième question, oui, enfin, vous me suivez. Sur la responsabilité des journalistes. Je veux dire que non, il n'y a pas de responsabilité des journalistes. Je veux le dire haut et fort. Je termine cette biographie de Rupert Murdoch, qui est le plus grand employeur de journalistes que la Terre a porté. Bon. Et qui est aujourd'hui extraordinairement puissant. Il ne l'a jamais été autant, immensément riche. Fox News lui rapporte près de 2 milliards de dollars par an. Il se verse des salaires de 30 millions. Et Rupert Murdoch est responsable du traitement de l'information. À chaque fois qu'il achète un média, il vire les journalistes chargés de l'enquête. Il met en valeur le people, le bottin, les scandales, la célébrité. Un journaliste vient avec un cas de conscience, bon, j'ai cette info, mais elle n'est pas recoupée, qu'est-ce que je fais? Elle est vendeuse, on publie. On vient avec les faux carnets d'Hitler, on lui dit, bon, un historien vient de dire que ces carnets sont faux, qu'est-ce qu'on fait? Fuck d'accord, publish, on publie. Autrement dit, le mal fondamental est celui de la concentration des médias entre un tout petit nombre de mains. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister lourdement. Le Royaume-Uni, en 1981, était dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que 7 milliardaires possédaient la quasi-totalité des médias privés. Et le résultat, nous le voyons au Royaume-Uni. Nous l'avons vu ces dernières années. Nous le voyons ces dernières semaines dans le pouvoir exorbitant dont dispose Rupert Murdoch, qui a pu dire à Boris Johnson, Premier ministre, « Boris, tu dois te débarrasser de la BBC » et Boris Johnson est en train de se débarrasser de la BBC. Ce matin, au Conseil des ministres, notre président de la République a annoncé son intention de mettre fin à la redevance audiovisuelle. C'est une menace sans précédent sur l'information publique. C'est un risque fondamental pour notre démocratie et il est impensable qu'on laisse une telle chose se produire, dans la mesure où cela ne peut que favoriser les intérêts privés. Qui a intérêt à voir le service public s'affaiblir? Eh bien, les concurrents du service public, qui considèrent que le service public est une forme de concurrence absolument inacceptable, dans la mesure où il bénéficie, ce service public, de subventions, où les journalistes servent une mission d'intérêt général et non pas l'intérêt particulier du propriétaire ou des propriétaires du média. Par conséquent,
la responsabilité fondamentale, elle est dans cette concentration des médias que nous avons laissé faire et qui prend des proportions démentielles et qui représente un risque majeur pour la démocratie française. Jamais on aurait dû laisser une seule personne posséder à la fois un grand quotidien, une radio, une chaîne de télévision, l'un des premiers éditeurs français. Le premier à l'avoir fait, à ma connaissance, c'est Rupert Murdoch, et on a vu ce que ça a donné. Et enfin, Musk. Musk veut une liberté absolue. Mais hier ou avant-hier, il a posté un tweet en réponse à un complotiste d'extrême droite qui lui disait que Twitter était quand même un repère de gauchistes, et Musk a dit que oui, il y avait un biais en faveur de la gauche sur Twitter. Autrement dit, l'intention qui est la sienne est claire, il est de rétablir un équilibre, comme Rupert Murdoch a rétabli un équilibre dans la télévision américaine, ça a donné Fox News. Donc oui, on peut craindre effectivement que Twitter ne connaisse des changements profonds. En même temps, Twitter, c'est essentiellement utilisé par des élites intellectuelles, des journalistes, des enseignants, des chercheurs. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact que d'autres plateformes. On n'a pas parlé de TikTok, mais TikTok est un outil de désinformation massive qui ne se soumet pas aux lois en vigueur dans notre pays en refusant de communiquer le nombre de ses utilisateurs quotidiens en France, en refusant de communiquer le nombre de modérateurs, et on laisse faire, c'est absolument impensable. Bref, pardon pour cette réponse extrêmement longue, mais vos questions étaient extraordinairement riches. Merci. Juste deux mots. Ne vous en faites pas, madame. Vous savez, quand on fait une conférence en 2022, si la question, entre guillemets, désagréable, qui ne l'est pas sur les journalistes, arrive en 5e question, c'est qu'on a déjà gagné la soirée. Hein. Enfin, moi, je veux dire, j'étais déjà en tension sur la première personne qui a pris le micro. Hein. Donc, merci pour votre question. Et merci David de ta réponse. Très rapidement, vous dire que je partage totalement ton analyse sur le danger que fait poser Elon Musk sur le réseau Twitter. Après, c'est pas des idéologues non plus complètement, ces mecs-là, c'est avant tout des businessmen. Donc si ça casse la machine Afrique, c'est pas certain qu'ils y aillent complètement. Donc voilà. Mais c'est un énorme soutien de Trump, c'est un libertarien, c'est quelqu'un qui croit à toutes ces choses-là. Voilà. Mais pour vous dire peut-être mon tout petit sentiment sur la responsabilité de mes confrères, je vais juste faire un tout petit point de sémantique. En français, quand on parle de fake news, on traduit ça par fausse information. Alors, une fausse information, c'est pas une fake news. Il y a un problème de sémantique. L'anglais est beaucoup plus précis que le français. Et quand on dit une fausse information, on devrait traduire ça par false news. Une fausse nouvelle, d'accord ? Pourquoi fake ? C'est un petit peu comme avec l'histoire du faux sac Vuitton et du fake sac Vuitton. Le faux sac Vuitton, vous l'avez payé $2 sur un marché à Bangkok en Thaïlande, et vous savez très bien que c'est un faux. Ça ne vous pose pas de problème. Le fake, vous l'avez payé 3 000 et vous êtes fait arnaquer. Les journalistes professionnels font très 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 rarement des fake news. Il leur arrive de diffuser des fausses informations. Et comment on sait qu'ils ont diffusé des fausses informations ? Eh bien parce qu'ils s'excusent dans l'immense majorité des cas, et surtout qu'ils nous expliquent comment ils en sont arrivés à diffuser ces fausses informations. Je prends pour ça, par exemple, le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, qui n'a jamais été arrêté, malgré ce que tous les quotidiens français ont titré sur son arrestation, sauf Paris-Normandie. Ça bouclait une demi-heure plus tard, ils ont mis un point d'interrogation à la place du point d'exclamation. Et donc je crois que ce qui nous permet, c'est un petit peu cette comparaison, c'est un peu la comparaison qu'on fait entre la propagande russe et la propagande ukrainienne. Les Ukrainiens aussi diffusent des fausses informations, mais on le sait parce que bien souvent le président Zelensky, vient s'excuser ou corriger les informations qui ont été diffusées. J'ai pas connaissance de Vladimir Poutine qui nous explique, par exemple, qu'il s'est trompé et que non, les Ukrainiens sont pas des nazis drogués. Alors, il y avait madame... Tu viens après, d'accord. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez de nous élever sur le sujet. Merci pour la qualité de vos travaux et la valeur de vos propositions.
Sur l'éducation, un grand oui pour apprendre à nos enfants, en tant que parents, à notre échelle, ou oncle ou tante, à faire la différence entre le vrai et le faux. Et peut-être que l'éducation nationale devrait accroître son rôle sur le sujet et essayons à notre échelle aussi d'influencer là-dessus. En réponse à monsieur sur la question de la différence de niveau avec les annales de 77, je me permets d'intervenir ici parce que de nombreuses personnes, je pense, ont un bon niveau d'influence et de connaissance. Ce que je me permets de dire à titre personnel, c'est que les annales de 77 visaient peut-être à créer des bourgeois gentilshommes productifs. Et aujourd'hui, on parlerait de créer de PIB. Je ne suis pas sûr que ce soit la cible de nos annales actuelles. Peut-être travaillons à apprendre à nos enfants à certes faire la différence entre le vrai et le faux, mais aussi à travailler ensemble plus seuls, à comprendre leurs différences et leurs complémentarités, et donc à comprendre leurs intelligences respectives, et pas viser une intelligence systématiquement mathématique ou littéraire. Ceci étant dit, ma question est, la nouvelle propagande, semble-t-il, serait plus de provoquer de l'action que d'inculquer des croyances. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Dans la mesure où c'est un aspect qui, de mon analyse, serait moins profond et moins dur à combattre. Oui, madame, et après là-bas. Je vais essayer d'être brève. J'ai 2 questions. Quels sont les biais cognitifs qui sont présents dans cette salle ce soir, individuellement et collectivement? Et puis également, parmi les actions évoquées, régulées, éduquées par l'éducation nationale, alors quoi d'autre qui ne remettent pas cette responsabilité à d'autres que nous-mêmes? Bonsoir. Alors, ça fait 2 fois que ma question est posée juste avant moi, mais j'en ai d'autres, donc c'est pas très grave. Oui, c'est un complot. La question était de se dire, effectivement, bon, le libre arbitre est très lié à la connaissance, à mon sens, et je pense que l'hémocratie a déjà largement été utilisée par le passé via la publicité et la télévision. C'est vrai que c'est accéléré sur les réseaux sociaux. Vous avez démontré que par des techniques et des algorithmes, on pouvait influencer ou manipuler. Est-ce que cette manipulation, et par ces mêmes algorithmes, ne pourrait pas être dans l'action inverse et positive? Je t'en prie. Alors moi, je vais répondre sur les biais cognitifs. La première, ça sera pour toi. Cadeau. Écoutez, un biais cognitif qui marche assez bien, c'est ce qu'on appelle l'incomplétude cognitive. Si je vous disais maintenant que le prix du beurre a triplé en Australie, ça ne va pas vraiment vous déclencher une immense passion pour cette information. Par contre, si je vous dis, vous ne devinerez jamais pourquoi le prix du beurre a triplé en Australie. Ah ouais, je veux savoir. Eh bien ça, c'est la première chose, c'est que le cerveau humain ne supporte pas les énoncés à trous. Et quand vous lui posez un énoncé à trous, il va systématiquement chercher à remplir le trou avant de se poser la question de la pertinence ou de la légitimité de l'énoncé en lui-même. C'est comme ça que fonctionnent ce qu'on appelle les putaclics, qui ne s'attaquent pas du tout aux prostituées. C'est putaclic, c'est de l'anglais fait en français, c'est put-clic, comme voilà. Et donc on a transformé ça en putaclic. J'ai découvert ça récemment, donc je suis tout content. Vous voyez comme quoi, Mais moi je pensais que c'était un truc un peu désagréable sur les prostituées, mais en fait pas du tout. Donc c'était assez intéressant, mais comme quoi, vous voyez, on peut en apprendre tous les jours, même quand ça fait 10 ans qu'on est un spécialiste du numérique et qu'on passe à la télévision. Un autre biais cognitif qui me semble extrêmement fort, alors peut-être pas dans cette salle, mais dans la société dans laquelle nous vivons, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est ce qu'on appelle l'ultracrépidarianisme, c'est ça, ouais. Toujours un problème sur les syllabes. C'est quoi? C'est le fait, et c'est comme ça que j'ai terminé d'ailleurs mon intervention tout à l'heure, c'est le fait que quand on s'intéresse à un sujet, notre illusion de connaissance, notre impression de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle. En gros, c'est comme si on faisait un graphique, on montait comme ça très très vite, on a l'illusion de tout comprendre, on monte la montagne de la stupidité, pour le dire un tout petit peu, et en fait, on se rend compte assez vite qu'on ne comprend rien quand on travaille sur un sujet, et donc on redescend dans la vallée de l'humilité.
Et si on travaille suffisamment longtemps, on arrivera à un moment ou à un autre à une forme de plaine de la consolidation où nous aurons des compétences. Le problème, c'est quoi? C'est que l'immense majorité de nos compatriotes aujourd'hui, eh bien, il ne va pas plus loin que la montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire que les gens sont stupides, au contraire. Mais c'est ce qui explique que vous avez eu 70 millions de licenciés en gilets jaunes qui sont devenus des masters en pandémie avant d'être aujourd'hui des doctorants en poutinophilie. C'est cet effet-là qui joue énormément. Toute petite anecdote qui est très intéressante, ces deux chercheurs, Dunning et Kruger, ils en sont venus à théoriser cet effet psychologique quand ils ont découvert un fait divers absolument ahurissant. Un homme braque des banques aux États-Unis, il se fait arrêter par la police. Quand les policiers viennent l'arrêter chez lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment on l'a reconnu. Il ne comprend pas comment on l'a reconnu parce qu'il avait pris toutes les précautions. Notamment, il s'était enduit le visage de jus de citron. Et ouais, l'encre invisible. Il était persuadé que ça allait le dissimuler aux yeux de tous et qu'il allait pouvoir braquer des banques tranquillement. Quand les chercheurs découvrent qu'un être humain a vraiment fait un truc aussi débile que ça, parce que là on ne peut pas le dire autrement, c'est vraiment débilissime, et bien ils s'interrogent sur ce truc-là et ils travaillent et ils arrivent à théoriser l'effet Dunning-Kruger. Le vrai problème de l'effet Dunning-Kruger, c'est que ceux qui savent sont perclus d'humilité et de questions sur eux-mêmes. Moi, par exemple, j'ai eu l'impression très vite d'être le petit frère de Jimi Hendrix quand j'ai attrapé une guitare. J'étais super fort, je pouvais faire des talks et tout, c'était génial. En réalité, j'étais nul en guitare. Et à force de jouer, je me suis rendu compte que j'étais nul. Le problème, c'est quand je parle à mon pote Fabien, qui est un guitariste professionnel et qui est un brillant musicien, je lui dis, mais attends, toi, t'es trop fort en guitare. Il me dit, mais non, moi, je suis nul. Il y a des mecs 1000 fois plus forts que moi. Et en fait, c'est ça l'un des principaux problèmes dans lesquels on est aujourd'hui, c'est que bien souvent, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Je vais... bravo. Je pense que c'est pas la première fois. Je vais répondre à la première question. Est-ce que la propagande qui vise à provoquer une action est une bonne nouvelle? Si l'on regarde ce qu'il en est de la viralité de la désinformation sur les réseaux sociaux, la réponse est clairement non. Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu un comité d'éthique créé au sein de Facebook et un ingénieur auprès de Frances Haugen a été chargé d'étudier la désinformation et il a fait des préconisations. Lui n'a pas été viré au bout de 48 heures, mais il a fait une préconisation qui n'a juste pas été suivie des faits. Quelle était cette préconisation? Elle était assez simple. Il a constaté que la désinformation émanait d'un tout petit nombre de personnes. Prenez Bannon, dont je parlais tout à l'heure, il est le principal émetteur sur Facebook de contenus climato-sceptiques. Limitez la capacité de Bannon à diffuser des contenus et vous limiterez considérablement la diffusion de contenus climato-sceptiques. Mais vous réduirez la viralité des contenus, vous réduirez par conséquent les revenus publicitaires de Facebook. Raison pour laquelle Facebook refuse ce qui pourtant est le bon sens, d'interdire à quelqu'un qui diffuse des contenus de ce type, ou des contenus covido-sceptiques, ou des contenus à caractère complotiste, d'avoir la possibilité de le faire à grande échelle. Non. Et puis il a constaté une autre chose, qui est que l'essentiel de la désinformation sur Facebook provenait de ce qu'il appelle le partage profond, le deep share. Le partage profond, c'est le partage de contenus qui ont déjà été partagés et qui arrive sur votre mur Facebook par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez, qui produit sur vous un effet immédiat qui est tantôt la colère, tantôt une grande joie, et qui vous conduit à retweeter immédiatement, à partager à votre tour ce contenu sans même en prendre connaissance, sans même prendre le temps de la réflexion. Et le résultat, c'est que l'essentiel de la désinformation provient de cette capacité technique à permettre une action immédiate et déraisonnée. La proposition qu'il a faite à Zuckerberg était simple. Supprimons le bouton partager. On pouvait partager des contenus sur Facebook sans le bouton partager. On le pourra demain sans le bouton partager. Si on supprime le bouton partager, on rend plus difficile le fait de partager. On laisse la possibilité à quelqu'un de réfléchir. Ce que je dis toujours à mes étudiants, face à un contenu qui vous rend extraordinairement heureux ou
foncièrement en colère, fermez l'ordinateur, allez respirer et demandez-vous s'il est vraiment utile de le partager. Et vous constaterez que dans 99% des cas, vous dites non, c'est pas la peine d'en rajouter, on passe à autre chose. Donc, ma réponse est assez clairement non. Maintenant, je vais parler de la responsabilité. Et je vais tenir un discours qui n'est pas exactement celui qu'on a tenu jusqu'à présent sur l'école. J'appartiens à l'éducation nationale, je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne en tant qu'enseignant, auteur de manuels scolaires, auteur, chercheur, tout ce que vous voulez. Mais je suis régulièrement déstabilisé, perturbé par ce discours qui tente à rejeter la responsabilité sur les utilisateurs. C'est-à-dire que ce discours qui a trait à la crédulité, à nos biais informationnels, nos biais cognitifs, qui sont des réalités, qui sont exploités par les manipulateurs, bien entendu, qui veut nous responsabiliser, nous à titre individuel, nous en tant qu'enseignants, est un discours qui trop souvent, à mes yeux, masque le refus de placer les manipulateurs de masse devant leurs responsabilités. Vous parliez de responsabilités autres que l'école. Aujourd'hui, quelle est l'approche de la Commission européenne, de l'Union européenne dans son ensemble, en matière de régulation des réseaux sociaux? Cette approche est simple, c'est des règlements généraux, le RGPD, le DSA, le Digital Service Act, bientôt le règlement général sur l'intelligence artificielle, et des choses sont interdites. Et quelle est la sanction une fois que l'infraction est commise? Une amende. Une amende. Quelle est la plus grosse amende? 10% du chiffre d'affaires, du bénéfice annuel. Ce qui est énorme. Enfin, vous imaginez, Google, ça voudrait dire que Google, si Google devait commettre une infraction, verserait 7 milliards d'euros. Mais quand vous rapportez ces 7 milliards d'euros aux bénéfices générés par l'infraction, vous constatez immédiatement une chose, qu'il est rentable pour ces entreprises de commettre l'infraction. Parce que quand on parle d'abus de position dominante, quand on parle de manipulation des masses, d'analyse prédictive telle que celle que je vous ai décrite, ça rapporte énormément d'argent. Quand on parle du fait que la désinformation rapporte des milliards de dollars chaque année à ces plateformes, que la haine, la colère génèrent énormément d'argent, de revenus, et conduisent aux situations qu'on a décrites, où les lanceurs d'alerte sont fragilisés, menacés, virés, on est en présence d'un problème beaucoup plus grave qui nécessiterait une mise en responsabilité. Parmi les révélations de Frances Haugen, il y avait, diffusé par Rupert Murdoch dans le Wall Street Journal, parce qu'il n'aime pas du tout Facebook. Dans les révélations de Frances Haugen, il y avait notamment celle qui concernait Instagram, à savoir le fait que Facebook avait connaissance de la nocivité d'Instagram pour la psychologie des adolescentes utilisatrices d'Instagram. Au clair, dépression, risque de suicide. 13% des utilisatrices d'Instagram avaient des pensées suicidaires en fermant l'application. Donc, Facebook sait que 13% des utilisatrices d'Instagram ont des pensées suicidaires en quittant l'application. Que fait Facebook? Rien. Que risque Facebook? Une amende dans 5 ans. Je crois que la question de la responsabilité pénale de ces gens devrait être posée. Voilà. En fait, d'ailleurs, mais c'est juste pour terminer, pour poursuivre ce que disait David, il se trouve qu'aux États-Unis, il y a un procès en ce moment pour le meurtre d'un agent de sécurité lors d'une manifestation Black Lives Matter en Californie. Cet homme était un agent de sécurité, une 50aine d'années. Il est assassiné par un militant d'extrême droite du mouvement Boogaloo durant une contre-manifestation Black Lives Matter. Et la famille de cet homme porte plainte contre le militant d'extrême droite pour assassinat, bien entendu, mais elle porte aussi plainte contre Facebook, qu'elle estime responsable de la radicalisation de cette personne pour l'avoir exposée pendant des années à des contenus d'extrême droite, toujours de plus en plus violents. Je ne sais pas si c'est la solution, je ne suis pas systématiquement un fan de cette judiciarisation, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que sans Facebook, Samuel Paty serait avec nous aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est terrifiant.
je crois qu'il y a un moment où nous ne pouvons plus accepter ce jeu qu'on nous force à jouer. Et j'ai moi-même payé dans ma chair personnelle la violence générée par ces mouvements complotistes et ces mouvements politiques. Et jusqu'où va-t-il falloir aller? Il va falloir d'autres morts? Il va falloir d'autres attentats? Il va falloir d'autres actes de violence? Il va falloir une tentative comme le Capitole sur l'Assemblée nationale? C'est ça qu'on va attendre pour agir face à ces plateformes? Je crois qu'on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. Ce qui se joue, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est avant tout notre capacité à vivre ensemble. Et je crois qu'il est plus que temps de lutter de manière beaucoup plus forte là-dessus. J'ai profité juste de dire un truc, c'est qu'effectivement, vous savez, on reçoit tout un tas de messages sur ces réseaux. Moi, en travaillant sur les fake news et les théories du complot, j'ai découvert deux choses. J'ai découvert que j'étais juif. Ils sont tous persuadés que je suis juif. Et j'ai découvert que j'étais un Illuminati. Donc, quitte à se faire injurier d'Illuminati ou de francs-maçons sur les réseaux sociaux, eh bien autant venir discuter avec vous, non? Bien. On arrive à la conclusion, on prend juste deux questions et on s'en tiendra là. Il y avait une troisième personne, on prendra les trois dernières là. Voilà. Bien, bonsoir, je vous remercie. Je vous remercie pour vos exposés. J'ai été très frappé par l'expérience que vous avez citée, M. Huchon, que vous avez fait, et ça m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, à l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, et je me demande si ce type d'expérience ne mériterait pas d'être approfondie. Deuxième observation que je voudrais faire, c'est M. Breton, qui est commissaire européen chargé des questions notamment du digital, à grand coup de manteau, a dit en fait qu'il avait tordu le bras à Elon Musk qui s'était rendu aux arguments de l'Union européenne et qu'au moins sur notre territoire, sa plateforme serait beaucoup moins nocive. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et je voudrais juste dire une troisième chose par rapport à la première intervention. Je crois que tout le monde réagit sur la première intervention. Je ne remarque pas les mêmes choses que vous, cher monsieur, dans la grande école où j'ai la chance d'être professeur. Nous ne sommes pas inquiets du tout sur le niveau intellectuel de nos étudiants. Je pense qu'il en est de même à Sciences Po. En revanche, là où nous apportons une vigilance très forte, c'est sur les comportements humains de nos étudiants. Je crois que c'est là que nous avons le plus de choses à leur apporter, notamment sur les conséquences de la mise en œuvre de leurs pratiques professionnelles. Merci, bonsoir. Il arrive, en venant ici, qu'on entende des choses effrayantes. Alors, je vais être un peu provocateur. Nous sommes ici dans un lieu dans lequel, au-dessus de nos orateurs, nous avons un certain nombre de figures, dont celui de la connaissance qui est censé guider l'humain. Comme il faut faire court, je vais juste garder une des nombreuses réflexions que j'avais à dire. Si je vous suis, il faut mettre en tôle tous les fabricants de bagnoles qui nous permettent de rouler à 250. Et il y avait une troisième question. Voilà. Oui, bonsoir. Ah, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas habitué. Moi, j'avais une question toute simple. Dans les années 1880, 1870, c'est raconté dans Zola, mais j'étais pas né. On avait des capitalistes qui rachetaient des journaux à tour de bras pour répandre des fausses nouvelles. C'était la loi de la jungle dans la presse papier, qui jouait un peu à bien moindre échelle, beaucoup moins vite évidemment, le rôle des réseaux sociaux, des moyens de diffusion actuels. Et donc nos ancêtres ont conçu une loi qui était la loi sur la presse, qui rendait responsables les éditeurs de journaux du contenu de leur journal, aussi bien le courrier des lecteurs que le grand article en première page. Et en fait, moi je suis informaticien, je m'intéresse à tout ça, et ce que je constate, c'est que dans un réseau social aujourd'hui, on laisse dire n'importe quoi,
et ça n'a aucune conséquence pénale, contrairement à la loi sur la presse. Et ça, c'est un... Comment dire, il y a un débat aux États-Unis, c'est que les fournisseurs de contenu, c'est-à-dire les patrons des réseaux sociaux, entre autres, se sont battus pieds et poings contre la responsabilité pénale pour justement ne pas rentrer dans l'équivalent de cette loi sur la presse. Et je pense que le nœud du problème, il est là. À partir du moment où on laisse raconter n'importe quoi, en plus, il y a une amplification. Alors, c'est pas vraiment une question que je pose, je suis désolé. En plus, il y a une chose que vous tournez autour du pot depuis tout à l'heure, enfin, depuis le début. Les algorithmes de Facebook, de YouTube et compagnie sont des algorithmes qui sont faits pour vous faire abandonner complètement votre capacité de raisonnement au profit de votre réaction émotionnelle. Et ça, pourquoi? Pour faire ce qu'avait dit un célèbre patron de télévision, c'est pour vous rendre votre cerveau, votre capacité de cerveau disponible pour la pub et pour l'achat sans réflexion. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ne réfléchissiez pas. Il faut que vous soyez des animaux à qui on va montrer une friandise et hop, tout le monde se précipite. C'est les deux, enfin bon, voilà ce que j'avais à dire. Alors, je suis... Alors, il y avait vous voulez prendre une dernière? Il y avait une dame de fond qui levait la main depuis un moment, je vous en prie. Voilà, et ça sera la dernière question. On va la prendre. Alors, le temps qu'on aille jusque là-bas, je vais juste rapidement dire que je n'ai rien contre les véhicules qui roulent vite. Je veux juste qu'il y ait le bureau de l'automobile qui vérifie le fonctionnement des véhicules. Et donc, pour aller dans le sens de ce que vous dites, monsieur, et j'aime beaucoup cette petite provocation, je dirais que, fraternelle, c'est comme ça qu'on dit ici, hein, c'est ça? Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'un organisme représentatif de l'intérêt collectif, de l'intérêt public, qui va faire ce travail de vigilance sur les réseaux sociaux, comme il est fait dans tout un tas d'autres domaines, les médicaments, tout un tas d'outils, les objets qu'on peut vendre pour les enfants, toutes ces choses-là sont vérifiées. Et je ne vois pas pourquoi quelque chose qui aurait autant d'impact sur nos vies, enfin je veux dire, les voitures avec lesquelles mon gosse joue, j'ai quand même réussi à parler de mon fils, les voitures avec lesquelles mon gosse joue, elles sont vérifiées. Elle ne vaut pas 250, hein. Mais au moins on essaie de faire en sorte qu'ils ne bouffent pas les roues, quoi. Et ben là, Facebook nous fait bouffer des roues de voiture toute la journée, et à la fin, on n'a même pas le droit de vérifier si c'est du caoutchouc ou du poison, quoi. Madame, je vous en prie. Bonsoir. J'ai une question. Je connais un influenceur. Excusez-moi, je ne parle pas bien français. Je connais quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux en France. Et lui, actuellement, il est condamné pour. Il est escroc confirmé, on va dire. Mais ces réseaux sociaux, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas condamnés avec lui, avec bracelet électronique. Et lui, toujours, il vit normale. Il manipule des gens. Même il participe à l'élection pour président et actuellement élection législative. Qu'est-ce que vous pensez? Si on condamne les gens, est-ce qu'on doit fermer aussi les réseaux sociaux pendant cette condamnation? C'est une piste intéressante. Alors, je vais juste dire que je ne suis pas aussi convaincu que M. Breton de l'immense impact de son travail sur Twitter. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'Union européenne est probablement le plus gros caillou dans la chaussure des GAFA. À la fois avec le RGPD et avec le DSA. Alors, je sais que c'est très critique du DSA, mais ce sont les paquets législatifs, les contraintes légales les plus importantes sur la planète aujourd'hui, d'ailleurs à tel point que l'immense majorité, par exemple, des grands quotidiens américains a adopté dans sa gestion des utilisateurs les règles du RGPD pour ne pas être en permanence fermé à l'Union européenne. Donc, les deux, je pense qu'il faut toujours faire attention avec les déclarations des politiques, quels qu'ils soient, et donc on n'est pas obligé de les croire en permanence, mais
Donc, malgré tout, l'Union européenne travaille quand même très très dur sur tous ces sujets. Je te laisserai répondre à l'intervention de monsieur. Madame, je pense que vous soulevez une question qui est très intéressante, qui est quel est le moment où la loi du monde physique, du monde réel, s'applique sur ces réseaux. Et à quel moment est-ce que la perte, par exemple, de nos droits civiques quand on est condamné à une peine de prison, eh bien, devrait être corrélée à une perte de nos droits réseaux sociaux. Et effectivement, je ne suis pas certain que les réseaux sociaux ont très envie d'agir là-dessus. À titre indicatif, il y a des crimes qui sont commis en direct sur Facebook. Je pense par exemple au massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande, dont l'assassin, le terroriste d'extrême droite, filmait en même temps qu'il assassinait les gens dans les mosquées et le diffusait en direct sur Facebook, qui n'a pas détecté ce truc-là. Je vais juste dire un mot sur la liberté de la presse. Moi, je ne crois pas du tout que ces machines sont des tuyaux. Je crois que ce sont des éditeurs de contenu, et pour deux raisons assez simples. Ce que vous voyez, monsieur, ce que vous voyez, madame, ce que je vois, moi, ce n'est pas la même chose. Donc, ces réseaux sociaux éditorialisent le contenu. Deuxième question, est-ce qu'ils gagnent de l'argent en le faisant? Oui. Eh bien, si on a répondu oui à ces deux questions, eh bien, ce sont des médias. Et en tant que médias, ils doivent être régulé par la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas soumis à ce texte de loi-là. Aucune. On comprend très bien pourquoi ils ne veulent pas y être soumis. Et en même temps, je crois que nous ne pourrons pas faire l'économie de les soumettre à ce texte de loi. Quand Le Monde poste un article sur Facebook, il est responsable des commentaires qui sont posés en dessous de son article. Mais Facebook ne l'est pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne dans ce sens-là? Je voudrais, en complément de ce qui a été dit, souligner un point qui est que, du point de vue des géants du numérique, le code numérique fait la loi. C'est la formule célèbre de Lawrence Lessig, qui est professeur à Harvard, professeur de droit. Le code fait loi, c'est-à-dire que le code numérique a produit des effets immédiats, alors que la loi ne produit jamais d'effet immédiat, il faut ensuite prendre des textes d'application, ensuite il faut faire appliquer la loi, et comme historien je sais bien que plus on adopte une loi qui se répète de décennie en décennie, et plus c'est la preuve de l'inefficacité ou de l'inapplication de la loi. Alors que dans le monde numérique, l'application est immédiate. Et par conséquent, la tentation pour tous ces propriétaires de plateformes numériques, qu'il s'agisse de celles que l'on a déjà citées ou qu'il s'agisse de la plateforme Uber du temps de M. Travalnik, et de casser la loi telle qu'elle existe, de le faire éventuellement en secret. Les régulateurs des villes américaines qui voulaient prendre un taxi Uber étaient repérés par Uber, par un algorithme, comme étant les régulateurs, et donc ils ne voyaient pas de taxi Uber sur l'application Uber, de VTC Uber, donc c'était réglé. L'invisibilisation. Ensuite, la doctrine de Facebook, c'est aller vite et casser les choses. Si on ne casse rien, c'est qu'on ne va pas assez vite. Et qu'est-ce qui est cassé en l'occurrence ? Ce sont toutes les normes de notre vivre ensemble, pour reprendre ta formule de tout à l'heure. Ce sont toutes les règles qui font que nous avons une vie en commun, un espace en commun, et ce que nous pouvons espérer voir revenir, c'est cet espace commun qui a disparu. Je fais une expérience plus modeste avec mes étudiants. Après chaque intervention du président de la République, je demande dans la première classe que j'ai, dans le premier cours que j'ai à Sciences Po, qui a écouté ou vu le président de la République? Personne. Personne. Qui a regardé la même chose? Je demande aux étudiants de me dire quelles sont les informations qu'ils ont eues la veille et d'où. Jamais deux étudiants n'ont eu la même information en provenance de la même source. Jamais. Autrement dit, ce qui a disparu, c'est l'espace public tel qu'on l'a connu à la fin du XIXe siècle, lorsque les médias que vous évoquiez, ces journaux populaires, certes, étaient imparfaits, mais avaient un mérite qui était de s'adresser à tous, d'être identiques pour tous. Le journal diffusé à 1 million d'exemplaires, c'était 1 million d'exemplaires identiques avec les mêmes informations, aucune personnalisation et aucun prélèvement de données afin de personnaliser davantage le contenu. Nous avons besoin de ces médias-là.
Et ce qui peut nous permettre de retrouver ces médias, c'est, je reviens sur cette question, c'est le financement public de notre audiovisuel et la garantie durable de ce financement public, c'est la réforme également du mode de financement de la presse et des aides à la presse, parce que, somme toute, est-il bien nécessaire que chacun d'entre nous versions pour chaque exemplaire d'un magazine détenu par un milliardaire quelques dizaines de centimes à ce milliardaire? Je n'en suis personnellement pas sûr. Et ces millions pourraient être réorientés vers des médias grand public, propriété de leurs journalistes et de leurs lecteurs, et qui ont pour mission fondamentale de servir l'intérêt public. Parce que c'est ce qui a disparu fondamentalement dans l'écosystème informationnel que nous rencontrons. L'intérêt public est devenu la rareté, tandis que les intérêts particuliers sont devenus la norme. Nous avons besoin de voir renaître cet espace public commun. Merci. Donc, on arrive à la fin de cette conférence. Alors, moi, je dois faire une conclusion, mais vraiment, ce serait prétentieux de ma part de vouloir conclure. Simplement, je vous remercie, David et Thomas, des éclairages que vous avez apportés, qui, je pense, nous permettent à la fois de mieux comprendre les enjeux qui se posent à nous, par rapport aux outils dont nous avons parlé, et surtout ce devoir de vigilance que nous devons avoir, individuellement et collectivement, au sein de nos loges, de notre obédience, et puis de nos engagements aussi dans la société. Alors, on a une formule à la fin de nos travaux qui dit « L'heure du repos n'est pas arrivée ». Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, mes frères, mes sœurs, je pense que l'heure du repos n'est vraiment pas arrivée. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de soirée.